Je pensais que la trahison serait bruyante, des cris, des portes qui claquent, un moment dramatique qui rendrait tout évident. Mais elle s'insinue en silence. Dans des appels manqués. Des mots de passe changés. Dans la façon dont ma femme se parfumait avancée, réunion de travail. Je suis un type ordinaire, 2 enfants, 10 ans de mariage, une maison modeste, et une femme avec qui je pensais vieillir. Mais tout s'est effondré en une nuit, à cause d'un message que je n'aurais pas dû lire. Ce qui a suivi n'était pas de la rage. Ni de la vengeance. C'était une révélation. Et quand la poussière est retombée, je suis parti avec la vérité, ma dignité, mes enfants, et la force de recommencer. Voici l'histoire de comment j'ai appris que la femme que j'aimais n'était pas celle que je croyais, et comment j'ai fait en sorte qu'elle ne puisse plus jamais me mentir. Mais revenons au début. Je m'appelle Julien Martin. 35 ans, rien d'extraordinaire. Je suis plombier chauffagiste, depuis presque 15 ans. C'est un bon métier. Ça paye les factures, met du pain sur la table. Je n'ai pas besoin de grand-chose. J'aime une bière fraîche, les parties de pêche avec les copains, et regarder le rugby le dimanche. J'ai épousé Claire il y a 10 ans. Elle était du genre à attirer les regards dès qu'elle entrait dans une pièce, jambes interminables, rouge à lèvres éclatant, et une énergie qui pouvait illuminer une salle ou la réduire en cendres, selon son humeur. Elle était un peu exigeante. Ne sortait jamais sans maquillage, cherchait la lumière parfaite pour ses selfies, adorait les sacs de marque. Mais ça m'était égal. Je trouvais ça charmant. Elle travaillait dans le marketing, dans une agence moyenne à Lyon, et avait son propre rythme. Je respectais ça. Nous avions une maison en périphérie à façade blanche, balançoire dans le jardin, garage pour 2 voitures. 2 enfants, Théo, qui venait d'avoir 8 ans, et Emma, 5 ans. Petits malins, tous les 2. Je rentrais, et ils me sautaient dessus à la porte, criant à propos d'insectes trouvés ou de dessins faits à l'école. C'était notre vie. Je croyais vraiment qu'on était une famille heureuse. Mais avec le recul, je vois que les signes étaient là, j'étais juste trop aveugle ou trop confiant pour les admettre. Ça a commencé doucement. Claire a commencé à travailler tard. Beaucoup. Ses réunions dépassaient l'heure du dîner. Elle manquait les rituels du coucher. Quand je posais des questions, elle soupirait, c'est la saison des clients, quoi que ça veuille dire. Je n'insistais pas. Elle était fatiguée, me disais-je. Peut-être que les enfants l'agaçaient plus que d'habitude. Peut-être qu'elle avait besoin d'espace. On en a tous besoin parfois, non? Puis il y a eu son téléphone. Avant, elle le laissait traîner sur le plan de travail, dans la salle de bain, n'importe où. Mais un jour, j'ai remarqué qu'elle le gardait face cachée. Toujours verrouillé. Elle le sortait en pleine conversation et tapait avec un petit sourire en coin qu'elle ne cherchait même pas à dissimuler. Et quand j'entrais dans la pièce, bam. Téléphone posé. Ou l'écran s'éteignait si vite qu'on aurait dit qu'il cachait quelque chose. Je me disais que j'étais parano. Les collègues m'avaient prévenu, quand elles commencent à protéger leur téléphone comme un code nucléaire, fais gaffe. Mais je ne voulais pas être ce mec. Je ne voulais pas fouiner, ou pire, l'accuser sans preuve. Et puis il y avait ses sorties. Elle sortait plus souvent à apéro avec les copines, soirées after-work, événements professionnels. Au début, ça ne me dérangeait pas. Elle méritait de se détendre. Mais c'était sa façon de s'habiller. Jupe courte, talons qu'elle n'avait pas portés depuis notre lune de miel, parfum que je ne savais même pas qu'elle avait encore. Le jour où tout a changé était un mardi. Je suis rentré tôt, j'avais bossé dur sur une climatisation en toiture, j'étais en sueur et affamé. Claire était sous la douche. J'avais besoin d'un fichier pour le boulot, et son ordinateur portable était ouvert sur la table de la salle à manger. Elle s'en servait pour tout, aux factures, photos, prise de rendez-vous, alors je n'ai pas réfléchi. Puis une notification est apparue. Juste un aperçu. Une phrase. Bébé, on se voit ce soir. Mon estomac s'est noué. Mes mains sont devenues froides. J'ai cliqué. C'était de Lucas Dupont. Son collègue. Un nom qu'elle mentionnait parfois, comme « Lucas pense que cette campagne va cartonner » ou « Lucas est parfois agaçant ». Juste un type. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ma tête s'est vidée. Comme si un interrupteur s'était éteint. La pièce semblait plus petite. Je suis resté là,
fixant le message. C'est là que j'ai su. C'était le moment. Tout ce que je croyais solide s'est fissuré en deux. Et rien ne serait plus jamais pareil. Je n'ai pas bougé de cette chaise. Mon cœur ne battait pas seulement, il cognait. Vous savez, cette sensation quand vous évitez de justesse une collision, cette montée d'adrénaline? C'était ça, mais en continu, pendant des minutes. Je relisais cette phrase stupide encore et encore, « Bébé, on se voit ce soir. » De Lucas. Quand elle est sortie, ses cheveux enroulés dans une serviette, la peau rosie par l'eau chaude, elle semblait détendue. Insouciante. Tout l'opposé de ce que je ressentais. Je me suis levé, et elle a tout de suite vu que quelque chose clochait. Elle a incliné la tête, me regardant comme si je cachais une arme derrière mon dos. « Qu'est-ce qui va pas ?» a-t-elle demandé. « Toi et Lucas » ai-je dit, la voix plus grave que prévu. « Tu le vois, non ?» Elle s'est figée. Pas de sourire. Pas de rire. Pas de confusion. Juste ce demi-instant de pause, comme un cerf pris dans les phares. « Ne commence pas, Julien » a-t-elle dit en attrapant son peignoir derrière la porte. « C'est juste un ami. » Mais sa voix tremblante, aiguë l'a trahi. Je connais Claire depuis plus de 10 ans. Je l'ai vu feindre un sourire à Noël chez ma mère. Je l'ai vu mentir au service client pour un remboursement. Je sais à quoi ressemble sa vraie voix. Ce n'était pas elle. Je me suis approché. Il t'a appelé bébé. Ça ne ressemble pas à un simple ami. Je ne sais pas ce que tu as vu, mais tu te fais des idées. On bosse tard sur une présentation. Il plaisante. Tu sais, les gens plaisantent. Je sentais la colère monter dans ma gorge. Elle mentait, et elle ne le faisait même pas bien. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste dit, tu vas me dire que c'est normal? Vous vous envoyez des messages comme ça? Ses yeux balayaient la pièce, comme si elle cherchait une issue. Elle a resserré son peignoir, comme si du coton pouvait la protéger. C'était juste un message, a-t-elle dit. C'était idiot. Il était bourré, je crois. Ça ne veut rien dire. Alors pourquoi tu l'as supprimé? Elle a cligné des yeux. C'est là que la panique s'est installée. Je n'ai pas. J'ai vu la corbeille. Tu l'as vidée. Tu t'es donné du mal pour le cacher. Ne me prends pas pour un idiot. Alors sont venues les larmes. Les reniflements. Les épaules tremblantes, comme si je l'avais accusé d'un crime sans fondement. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle dit en s'asseyant au bord du lit. Je me sentais seul. Tu travailles tard. On parle à peine. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a passé une vraie soirée ensemble. Je suis resté là, bras croisés, mordant l'intérieur de ma joue. Elle a continué. Il m'écoutait. Il me faisait me sentir apprécié. Comme si j'avais de nouveau de l'importance. Ça m'a piqué. J'ai toujours essayé de lui montrer qu'elle comptait. Je lui ai tout donné. J'ai pris des heures sup quand elle voulait réduire ses horaires. Je gérais les dîners, les couches, les trajets à l'école, les factures. Et maintenant, elle me disait qu'elle était allée voir un autre parce qu'il écoutait mieux. Je n'ai pas pu me contrôler, a-t-elle fini par dire. J'ai ri. Pas fort, pas sarcastique, juste un son étrange, brisé, qui m'a échappé. Tu n'as pas pu te contrôler, ai-je dit. Sérieusement? C'est ton excuse. Elle a hoché la tête, les larmes coulant toujours. Ce n'était pas prévu. C'est juste, arrivé. J'ai secoué la tête. Tu t'es habillé. Tu l'as retrouvé. Tu as supprimé des messages. Tu m'as menti en face. Ça n'arrive pas juste comme ça, Claire. C'est tout un plan. Elle a enfoui son visage dans ses mains. J'ai reculé d'un pas, de peur de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Mes pensées s'emballaient, mais je gardais ma voix stable. Théo et Emma méritent-ils une mère qui trouve ça normal? Ses épaules se sont crispées, comme si je l'avais frappé, mais ça m'était égal. Ce n'était plus juste à propos de moi. C'était à propos de la maison qu'on avait construite. De l'exemple qu'on était censé donner. Je l'ai regardée longtemps. Elle n'a pas relevé les yeux. N'a pas dit un mot. Elle restait là, à pleurer, son numéro s'effondrant. Et à cet instant, quelque chose en moi a changé. Je n'étais pas en colère comme je l'avais imaginé.
Je ne criais pas, ne jetais rien. J'étais juste vide. Comme si on m'avait vidé de l'intérieur. Je suis allé jusqu'à la porte. S'il y a autre chose à dire, c'est maintenant. Elle n'a pas répondu. Alors j'ai quitté la pièce et fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté sur le canapé, dans le noir, écoutant le bourdonnement du frigo, regardant le couloir. Le même couloir où mes enfants couraient le matin pour demander des dessins animés et des gaufres, sans savoir que tout venait de changer. Je n'ai rien fait de spectaculaire. Pas de valise bouclée. Pas de cris. Je ne suis pas parti. Une partie de moi le voulait. Dieu sait que je me suis levé plus d'une fois, prêt à franchir la porte. Mais à chaque fois, j'entendais Théo bouger dans son lit ou Emma tousser dans sa chambre, et je me figeais. Je ne pouvais pas disparaître. Je ne pouvais pas détruire leur vie sans savoir exactement à quoi j'avais affaire. Le lendemain matin, Claire est entrée dans la cuisine comme si de rien n'était. Elle arborait ce faux sourire de « bonjour », comme si nous n'avions pas mis le feu à notre mariage quelques heures plus tôt. Elle s'est servi un café. J'ai préparé des tartines pour les enfants. On n'a pas parlé. La journée entière s'est déroulée ainsi. Comme une pièce de théâtre étrange où nous jouions nos rôles, mais en lisant des scripts différents. Les enfants regardaient des dessins animés après le petit déjeuner. Claire scrollait sur son téléphone. J'étais à la table, feignant de lire le journal, mais en réalité, je l'observais par-dessus la page. On va en parler, ai-je fini par demander. Elle a levé les yeux, comme si elle avait oublié que j'étais là. Parler de quoi? Ce message. Lucas. Tout. Tu n'as encore rien expliqué. Je t'ai dit, a-t-elle répondu, déjà sur la défensive. Tu exagères. On t'a appelé bébé. Tu as caché le message. Tu m'as menti. Elle a levé les yeux au ciel. C'était un message idiot. Il plaisantait. Je me suis levé et me suis approché. Ne joue pas avec moi. Tu le vois encore? Son corps s'est tendu. Non. Tu as hésité. Pas du tout. Si. Elle a croisé les bras. Tu essaies de me piéger. J'ai reculé. J'essaie d'avoir la vérité. C'est ainsi que ça s'est passé pendant des jours. Elle esquivait les réponses. Évitait mon regard. Donnait des histoires bancales qui changeaient à chaque fois. C'était une blague, devenait, c'était un malentendu, puis, tu fais de tout ça une montagne. Mais c'était quelque chose. Je le sentais dans mes tripes. Et je savais qu'elle n'avait pas arrêté avec lui. Un matin, j'ai vérifié son téléphone pendant qu'il chargeait dans la cuisine. Rien. Tout effacé. Historique d'appels, messages, tout au nettoyé. Elle faisait attention maintenant. Elle couvrait ses traces. Elle savait que je surveillais. La froideur entre nous grandissait comme un mur. Nous partagions une maison, des dîners, les tâches du coucher comme des associés. Mais tout semblait faux. Chaque regard d'elle semblait calculé. Chaque réponse semblait répétée. Un soir, à table, les enfants regardaient un film dans le salon. Je les regardais droit dans les yeux et j'ai dit, je vais le dire une fois, et je suis sérieux. Si tu le revois, si j'apprends que tu lui as même parlé, c'est fini. Pour de bon. Pas de seconde chance. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle fixait son assiette. Puis, elle a hoché la tête. D'accord. Mais ce n'était pas un hochement sincère. C'était celui qu'on donne à un gendarme quand il vous dit de ralentir. Un hochement pour faire taire. Pas celui qui montre qu'on reconnaît ses torts. J'aurais dû comprendre ce que c'était une performance. Je voulais la croire, pourtant. Je voulais m'accrocher à l'espoir minuscule que ce message était une erreur. Que j'avais tout découvert avant que ça n'empire. Qu'on pouvait réparer. Mais au fond, je savais. La vérité pesait lourd dans ma poitrine. La confiance était partie. Complètement. Et sans elle, rien ne semblait plus réel. La nuit, je m'allongeais sur le canapé, non pas par obligation, mais parce que je ne pouvais pas me résoudre à dormir à côté d'elle. J'entendais ses pas à l'étage. Sa brosse à dents. Une chanson fredonnait comme si tout allait bien. Et moi, je restais là, les yeux grands ouverts, me demandant depuis quand elle me mentait.
Combien de fois m'avait-elle regardé dans les yeux en disant que tout allait bien, alors que ce n'était pas le cas? Je n'avais pas de preuve qu'elle continuait à le voir. Pas encore. Mais j'en avais assez pour savoir qu'elle n'avait pas arrêté. On le sent quand quelqu'un se détache d'une relation. Ils sont là, dans la pièce, mais leur esprit est déjà ailleurs. Je n'en ai parlé à personne. Ni à mes parents. Ni à mes amis. Je n'étais pas prêt à le dire à voix haute. Le dire, c'était le rendre réel. À la place, j'ai commencé à noter. À observer. À écouter. À attendre. Et au fond, j'ai commencé à planifier. Le silence entre nous n'était pas paisible, il était lourd. Comme marcher dans un brouillard qui ne se lève jamais. Je rentrais du boulot, accrochais ma veste, et la trouvais au fourneau, préparant le dîner comme si rien n'avait changé. Elle jetait un regard par-dessus son épaule et disait quelque chose de banal comme « Tu peux mettre la table ?» Et je le faisais. Pour les enfants. Toujours pour les enfants. Puis on dînait comme deux étrangers à la même table, évitant de se regarder devant eux. Elle souriait encore. Riait avec Théo et Emma. Leur faisait des bisous avant le coucher. Elle a même recommencé les crêpes le samedi, comme pour remonter le temps. Mais tout semblait jouer. Comme quelqu'un rejouant de vieux films de famille, espérant que je ne remarque pas que le casting avait changé. J'ai essayé de lui parler. Plus d'une fois. Je lui ai demandé directement, « Tu es toujours en contact avec lui ?» Ses yeux évitaient les miens. Sa fourchette s'arrêtait en l'air. Puis elle disait, « Tu ne peux pas juste me faire confiance ?» La réponse était simple. Non, Claire. Je ne peux pas. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas poussé l'assiette ou accusé de nouvelles choses. Je l'ai dit calmement. Honnêtement. Comme j'aurais voulu qu'elle le soit avec moi. Elle s'est tue un instant, puis a recommencé à picorer sa nourriture. Comme si je lui avais parlé de la météo. C'était pire que crier. Pire que toutes nos disputes. Cette acceptation silencieuse. Ce manque total d'effort. Elle continuait à faire comme si tout allait bien. Souriait aux réunions de parents d'élèves. Discutait avec les voisins. Postait des photos des dessins d'Emma sur les réseaux avec des légendes comme « Tellement fière de ma petite artiste ». Pendant ce temps, j'étais à l'écart aux événements scolaires, regardant les autres couples se tenir la main et pensant « Ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas que tout peut s'effondrer sans bruit. » Je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. Pas en colère. Pas en train de crier. Juste, invisible. Comme si je n'avais plus ma place, même si c'était moi qui payais le crédit, tondais la pelouse, changeais les filtres de la chaudière. Elle envoyait plus de messages maintenant. Je l'avais remarqué. Des petits textos rapides pendant qu'elle pliait le linge ou regardait la télé. Parfois, elle souriait en tapant. Elle ne faisait pas ça en me parlant. Je demandais à qui elle écrivait, et elle répondait, juste quelqu'un du boulot, ou c'est pour la campagne, ou rien d'important. Toujours, rien. Je n'étais pas idiot. J'étais juste pas prêt à tout faire exploser. J'essayais de rester calme. Mesuré. Pour les enfants. Il y avait des moments, rares, où je la surprenais à me regarder avec un air vide. Comme si elle élaborait un plan dans sa tête. Comme si elle était ailleurs. J'avais envie de lui demander à quoi elle pensait, mais je savais que la réponse ne serait pas pour moi. Un soir, après le dîner, je l'observais charger le lave-vaisselle. J'ai dit, s'il se passe encore quelque chose, sois honnête. Je mérite au moins ça. Elle ne s'est pas retournée. Je t'ai dit, c'est fini. Mais son ton n'était plus défensif. Il était las. Comme si elle en avait marre de répéter la même réplique. Ça, plus que tout, m'a dit la vérité. Je suis parti marcher après ça. Longtemps. Dans le quartier, le long de la Saône, devant la station-service où je prenais mon café avant le boulot. Tout semblait pareil, mais rien ne l'était. Quand je suis rentré, les lumières du rez-de-chaussée étaient éteintes. J'entendais le bourdonnement du lave-vaisselle. Je suis monté, j'ai vérifié que Théo et Emma dormaient, puis je suis passé devant la chambre sans m'arrêter. Je me suis allongé sur le canapé et j'ai fixé le plafond jusqu'au matin. La vérité s'était installée. Froide, lourde, définitive. Ce qu'il y avait entre Claire et moi, c'était fini. Je n'avais pas arrêté d'observer.
Je ne faisais plus de scène ni ne cherchais la dispute, mais j'écoutais. J'observais. Je notais mentalement. Quand quelqu'un vous montre qu'il peut vous mentir en face, vous cessez de lui accorder le bénéfice du doute. Un jeudi soir, alors qu'elle était au téléphone dans la cuisine, je l'ai entendue parler d'un « gala d'entreprise » en centre-ville. Elle parlait d'un ton léger, riant qu'elle devait trouver une robe qui lui allait et qui ne faisait pas vide-grenier. Elle parlait à quelqu'un du boulot, je n'entendais pas l'autre voix, mais elle a mentionné le nom de l'hôtel, disant que c'était chic et qu'il se faisait plaisir cette année. J'ai su. Il serait là. Lucas. Elle pensait que je ne savais rien. Elle croyait que je restais sur le canapé chaque soir comme un idiot crédule. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que je suivais son téléphone depuis presque 3 semaines. Discrètement. Pas d'alerte, pas d'icône visible, rien. Je n'aimais pas faire ça, mais quand quelqu'un vous trahit, vous commencez à faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Alors j'ai attendu. Je n'ai rien dit sur son emploi du temps, n'ai pas demandé à quelle heure elle rentrerait, n'ai même pas sourcillé quand elle a dit qu'elle dormirait sur place parce que ça risque de finir tard. Elle m'a dit qu'elle partagerait une chambre avec des collègues féminines. J'ai souri et hoché la tête. Le soir de l'événement, elle est partie vers 17h. Elle était parfaite. Ça m'a fait mal. Cheveux bouclés juste comme il faut, rouge à lèvres, talons qu'elle n'avait pas portés depuis notre anniversaire 3 ans plus tôt. Elle portait une robe rouge que je n'avais jamais vue, moulante, décolletée dans le dos, élégante. Elle a à peine dit au revoir. Juste un rapide, ne laisse pas les enfants manger trop de cochonneries, et elle était partie. J'ai attendu 10 minutes, puis je me suis levé. J'avais déjà préparé des vêtements dans le garage. Pantalon, blazer, chaussures propres. Rien d'extravagant. Juste de quoi passer inaperçu. J'ai conduit lentement, sans musique, juste le bruit de ma respiration et des pneus sur la route. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon esprit tournait en boucle. En arrivant au parking près de l'hôtel, je suis resté 1 minute dans la voiture. J'ai respiré. Le hall de l'hôtel brillait comme une salle de bal. Sol en marbre, lustre, jazz en live dans un coin discret. Des gens en tenues élégantes sirotaient du vin en riant comme s'ils n'avaient aucun souci. Je suis entré comme si j'avais ma place. J'ai pris un badge sur la table, il y en avait des vierges pour les invités de dernière minute et j'ai écrit « Julien M » en lettres nettes. C'était idiot, mais ça aidait. Comme un déguisement, même sur papier. Je les ai repérés en 30 secondes. Claire était près du bar, riant à quelque chose que Lucas disait. Il était plus grand que je ne l'imaginais, plus jeune aussi, avec cette posture arrogante des types qui pensent avoir gagné quelque chose qui ne leur appartient pas. Sa main était au creux de ses reins. Pas juste un geste amical. Pas juste des collègues. Il ne se cachait même pas. Il n'essayait même pas. Je suis resté derrière un grand arrangement floral près de l'escalier, assez près pour voir, assez loin pour ne pas être vu. La lumière tamisée était douce, dorée, avec des ombres partout. Il circulait un moment. Passait de table en table, souriant, serrant des mains. Claire se penchait vers lui quand elle parlait. Touchait son bras comme si c'était naturel. À un moment, il lui a murmuré quelque chose à l'oreille, et elle a ri, rejetant la tête en arrière d'une façon que je n'avais pas vue depuis des années. Elle rayonnait. Pas de manière forcée. Pas comme dans nos photos de famille. C'était réel. Et ça faisait plus mal que tout. Je ne les ai pas confrontés. Pas encore. Je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour voir la vérité de mes propres yeux. Plus de suppositions. Plus de demi-mensonges ou de soupçons silencieux. Juste la vérité, brute et laide. Et elle était là. Claire et Lucas, épaule contre épaule sous un lustre en cristal, comme un couple sur une couverture de magazine. Il avait ce regard confiant, ce sourire qui disait « Elle est à moi maintenant ». Et elle n'avait pas l'air coupable. Pas même un peu. Elle semblait libre. Une froideur s'est installée dans ma poitrine. Pas de rage. Pas de panique. Juste du froid. Je suis resté là un peu plus longtemps. Assez pour les voir marcher ensemble vers les portes de la salle de bal. Assez pour voir sa main prendre la sienne. Je me disais que je n'irais pas plus loin. Que j'en avais assez vu, que j'avais ce que j'étais venu chercher. Mais quand je l'ai vu rire comme ça, rejeter la tête en arrière comme au début de notre histoire,
quelque chose en moi s'est tordu trop fort. Je ne pouvais plus laisser ça en suspens. Il fallait que je l'entende. De sa bouche. Pas un message. Pas un regard. Des mots. J'avais besoin qu'elle me le dise en face. J'ai attendu. Je me suis posté près de l'entrée, derrière une de ces colonnes dorées, et j'ai suivi ses mouvements. Elle était toujours à côté de Lucas, discutant avec une femme en robe noire qui semblait organiser l'événement. Claire n'écoutait pas vraiment. Elle souriait, hochait la tête, jetait des coups d'œil à Lucas toutes les quelques secondes, comme s'il partageait une blague secrète. Puis elle s'est tournée et a marché vers le couloir, celui indiqué pour les toilettes. Elle avançait vite, tenant son sac comme une pochette. C'était ma chance. Je l'ai suivie. Le couloir était plus calme. Moquetté. Éclairage tamisé. Des vases décoratifs sur des socles qui coûtaient probablement plus cher que mon prêt auto mensuel. Je l'ai rattrapée à mi-chemin, juste avant le tournant vers les toilettes. Elle a entendu mes pas et a tourné la tête. Son visage est devenu pâle en un instant. « Julien, qu'est-ce que tu fais là ?» Je me suis arrêté à quelques pas bras croisés. La mâchoire si serrée que j'ai cru casser une dent. « À ton avis, Claire ?» Elle n'a rien dit. « Tu penses pouvoir continuer à me mentir ? Faire comme si tout allait bien ? Me dire que tu sors avec des collègues pendant que tu lui tiens la main comme si tu étais marié avec lui ?» Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti au début. Puis elle a baissé les yeux, comme si la moquette était soudain la chose la plus intéressante au monde. « Je ne savais pas que tu viendrais. »« Bien sûr que non, » ai-je dit. « Tu ne pensais pas te faire prendre. » Elle a pris une inspiration tremblante. « Je ne voulais pas te faire du mal. »« Tu me fais du mal depuis des mois, » ai-je rétorqué. « Je t'ai supplié de me dire la vérité. Je t'ai donné une chance. Et tu m'as regardé dans les yeux en disant qu'il ne se passait rien. Mais je t'ai vu, Claire. Ce soir. La façon dont tu le regardais. Tu ne faisais pas semblant. » Elle s'est appuyée contre le mur. Sa posture s'est affaissée, comme si toute son énergie s'était évaporée. « Je t'aime » a-t-elle murmuré. « Vraiment. » Je suis resté immobile. « Mais j'aime aussi Lucas » a-t-elle continué. « Je ne sais pas ce que je veux. » Et voilà. Plus de cachette. Plus d'esquive. Juste la vérité, simple et claire. Elle nous aimait tous les deux. Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Je suis resté là, les mots résonnant dans ma tête. C'était tout. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. « Tu l'aimes » ai-je dit. « Tu aimes un type qui t'envoie des messages en secret pendant que je lis des histoires à nos enfants. » Elle a tressailli. « Tu aimes un homme que tu ne pourrais même pas présenter à ta famille parce qu'au fond, tu sais ce que c'est. » Ses yeux se sont embués, mais je n'y voyais pas de regret. De la peur, peut-être. Et un peu de honte, mais surtout de la peur. Pas de moi, je ne lèverai jamais la main sur elle, mais de l'effondrement. Peur d'être découverte. Peur que ce petit monde qu'elle avait construit avec Lucas s'écroule sous le poids de la vérité. « Julien » a-t-elle dit, « je ne voulais pas que ça se passe comme ça. »« Oui, tu n'arrêtes pas de le dire » ai-je répondu. « Mais chaque pas que tu as fait t'a mené ici. Chaque mensonge, chaque message, chaque fois où tu m'as dit que tu étais au boulot alors que tu n'y étais pas. Tu as fait ce choix. Tu as construit ça. » Elle a essuyé sa joue. « Je ne voulais pas tout perdre. » Alors tu aurais dû y penser avant de décider que ce qu'on avait ne suffisait pas. Elle s'est redressée et s'est approchée. « Je ne le choisis pas au détriment des enfants. Tu l'as déjà fait. Tu avais une famille, ai-je dit. Et au lieu de réparer ce qui était cassé, tu es parti chercher quelque chose de brillant et nouveau. Eh bien, félicitations, Claire. Tu l'as trouvé. » Elle a reculé, comme si elle allait s'effondrer. Mais je n'étais plus là pour la retenir. Je me suis retourné pour partir. « Julien » m'a-t-elle appelé. Je me suis arrêté, sans me retourner. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. »« Peut-être, » ai-je dit. « Mais tu as cessé de me respecter. » Puis j'ai continué à marcher. Retour dans le couloir. Vers le bruit, la musique et les rires qui semblaient venir d'une autre planète. Je suis retourné dans la salle de bal avec une seule pensée, plus de secrets. Plus de murmures dans mon dos.
Plus de faux-semblants comme si rien ne s'était passé. Je n'étais pas venu pour me battre. J'étais venu pour la vérité. Et maintenant que je l'avais, il était temps que tout le monde la connaisse. J'ai cherché jusqu'à voir un groupe près du fond de la salle, à gauche de la scène. 3 hommes, 2 femmes. Badge. Cordon. Tous parlaient et riaient, visiblement collègues. J'ai reconnu un type vu plus tôt et il discutait avec Lucas près du bar. J'ai avancé, lentement, calmement. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'étais pas bouillant de colère. J'étais plus froid que jamais. Concentré. Bonsoir, ai-je dit en approchant. Ils m'ont regardé, perplexe, avec des sourires polis. Je m'appelle Julien Martin, ai-je dit, tendant la main au plus grand. Je crois que certains d'entre vous travaillent avec ma femme. Ça a capté leur attention. On sentait l'atmosphère changer. Une des femmes a haussé les sourcils. Votre femme, a demandé l'un d'eux. Claire Martin, ai-je dit, toujours calme. Elle est ici ce soir avec Lucas Dupont. Ils ont échangé des regards. Personne n'a rien dit, mais ils savaient. Quelqu'un peut aller chercher Lucas, s'il vous plaît, ai-je dit. Dites-lui qu'on le demande. Un des hommes a hoché la tête lentement et s'est éloigné. Les autres sont restés là. Leurs postures ont changé. Téléphone baissé. Verre tenu plus fort. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver, mais ils savaient que ce ne serait pas une discussion légère. Lucas est arrivé peu après, avec ce même air suffisant qu'il avait toute la soirée. Mais il s'est estompé vite quand il m'a vu. Julien, a-t-il dit, s'arrêtant à quelques pas. Qu'est-ce que tu... Je pense qu'il est temps que tu sortes de ma vie, les jeux coupés. Et de celle de Claire. Il n'a pas bougé. Je pense que tout le monde ici mérite de savoir quel genre d'homme tu es vraiment. Ça a fait l'effet. Les têtes se sont tournées. Les conversations autour se sont ralenties. L'orchestre jouait toujours, mais le reste de la salle s'inclinait vers nous comme une vague lente. Les gens regardaient, captant mon ton, entendant l'âpreté dans ma voix. La bouche de Lucas s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Elle est mariée, ai-je dit. On a 2 enfants. 8 et 5 ans. Elle se faufile avec toi depuis des mois. Supprime des messages, me ment en face, se cache derrière des voyages d'affaires et des événements comme celui-ci. Pendant que je m'occupe de nos enfants et que j'essaie de tenir notre famille. Plus de gens écoutaient maintenant. Certains avaient arrêté de parler. Un serveur à côté s'est figé en versant du vin. Je ne suis pas là pour crier, ai-je dit. Ni pour frapper ou faire du drame. Je suis là pour dire la vérité. Parce que clairement, personne ne l'a entendu de sa part. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu n'es pas juste un collègue. Tu es un lâche. Tu savais qu'elle était mariée. Tu savais qu'on avait des enfants. Et tu as agi comme si rien de tout ça ne comptait. Ça fait de toi un menteur et un homme sans intégrité. Il semblait sonner. Comme s'il ne s'attendait pas à ce que ce soit si public. Comme s'il pensait que je rentrerais chez moi et disparaîtrais. J'ai tourné la tête et vu Claire de l'autre côté de la salle. Elle était immobile, comme une statue, une flûte de champagne à la main. Son visage était blême. Ses yeux grands ouverts. Humide. Elle n'est pas venue. N'a rien dit. Elle restait là, regardant tout s'effondrer. Je me suis retourné vers Lucas. Profite de la soirée, ai-je dit. C'est probablement la dernière fois qu'on te regarde de la même façon ici. Puis je me suis détourné et je suis parti. Pas de cris. Pas de drame. Juste des faits, livrés froidement. J'ai entendu des murmures derrière moi en quittant le groupe. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti de cette salle la tête haute, les épaules droites. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais repris quelque chose. Pas de la vengeance. Pas une victoire. Juste la vérité. Que les choses suivent leur cours. 2 semaines après le gala, j'ai déposé les papiers pour le divorce. Je ne lui ai pas dit tout de suite. Je voulais que tout soit prêt, chaque document, chaque capture d'écran, chaque détail. J'ai passé ces 2 semaines à tout rassembler. Impression d'email, historique de discussion, photos. Même une courte déclaration écrite d'une collègue de Lucas qui les avait vus ensemble avant la soirée. Elle ne voulait pas s'impliquer,
mais elle m'a dit, j'ai des enfants aussi. Je ne voudrais pas être laissé dans l'ignorance. Ça suffisait. Quand j'ai enfin donné les papiers à Claire, elle a semblé choquée. Comme si elle pensait que le pire était passé, qu'on pourrirait tranquillement dans la même maison. Elle a pleuré. Dit que j'exagérais. Essayait de dire que c'était, juste émotionnel, que ça n'était pas allé si loin. Je n'ai pas discuté. J'avais déjà entendu tout ce qu'il me fallait. Le tribunal a été rapide, tout bien considéré. On n'avait pas un grand patrimoine. Pas d'avocat jouant à des jeux ou faisant traîner. Je voulais la garde des enfants. J'étais clair là-dessus. Elle avait fait ses choix. J'ai fait les miens. Mon avocat a présenté les faits avec un soin calme et délibéré. Les emails. Les photos. La déclaration de la collègue. Le schéma de comportement. Mon implication avec les enfants. Mon emploi du temps. Mon organisation à la maison. J'ai montré que je ne me battais pas juste pour la garde, je la vivais déjà. J'avais des routines, une structure, des plans. Je n'ai pas dénigré Claire au tribunal. Pas besoin. La vérité parlait d'elle-même. Claire a essayé de changer la narrative. Dit que c'était compliqué. Prétendu que sa relation avec Lucas était une réaction à un sentiment d'être invisible et mal aimé. Elle a dit que j'étais distant émotionnellement, trop focalisé sur le boulot. Le juge a écouté poliment. Posé quelques questions. Puis regardé les documents devant lui longtemps avant de parler. Finalement, j'ai obtenu la garde complète de Théo et Emma. Claire a eu un droit de visite supervisé 2 fois par mois pour commencer. Le juge a été clair, elle devrait démontrer constance, responsabilité et stabilité émotionnelle si elle voulait plus de temps. Je suis resté dans la maison. Elle a dû partir. On a divisé certains biens, et elle en a pris quelques-uns avec elle. Ses larmes au tribunal ne m'ont pas touché. J'avais déjà versé toutes mes larmes. Je n'étais plus en colère. J'étais juste fini. On a établi des routines. Crêpes le samedi, trajet à l'école, histoire du soir. Théo demandait parfois pourquoi maman ne vivait plus avec nous. Je lui disais la vérité, en morceaux adaptés à son âge. J'ai dit que les adultes font des erreurs. Que l'amour ne suffit pas toujours si on cesse d'être honnête. Que le plus important, c'était qu'Emma et lui soient en sécurité, aimés, entourés. Ce n'était pas facile. Les matins étaient agités. Certaines nuits, je restais dans le noir après leur coucher, fixant le mur, pensant à tout ce qui aurait pu être différent. Mais c'était paisible. Honnête. Ça comptait pour tout. Environ 4 mois après l'audience, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Sophie. Infirmière dans une clinique où je suis allé pour une écharde infectée après avoir réparé une clôture. On a discuté pendant qu'elle me soignait. Rien de charmeur, juste une conversation gentille. Elle avait ce calme. Ne parlez pas fort. N'essayez pas d'impressionner. Elle écoutait. Je l'ai recroisée au supermarché 2 semaines plus tard. On a commencé par un café. Puis une balade au parc avec les enfants. Rien de précipité. Pas de grands gestes. Juste quelque chose de vrai. Elle est douce. Elle dit ce qu'elle pense. Elle me regarde dans les yeux sans détourner le regard. Elle n'a rien à voir avec Claire. Et c'est une bonne chose. Je ne vais pas dire que tout est parfait. Ce n'est pas le cas. J'ai encore du travail sur moi. Il y a des cicatrices qui ne se voient pas sur les photos. Mais je tiens debout. Je suis là. Je suis le père dont mes enfants ont besoin. Et pour l'instant, ça suffit. À ceux qui traversent ce que j'ai traversé, et il n'y a pas de chemin facile. Pas de fin nette. Pas de réponse rapide. Mais je vais vous dire une chose. Pas besoin de vengeance. Pas besoin d'un grand acte pour réparer. Il faut de la clarté. Voir les choses telles qu'elles sont, pas comme vous voudriez qu'elles soient. Et le courage de dire « assez ». Parce que parfois, partir n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus forte que vous ferez jamais. Et parfois, recommencer est le seul choix honnête qui reste. Partagez votre opinion dans les commentaires, est-il possible d'aimer 2 personnes à la fois, ou s'agit-il simplement d'une excuse égoïste? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».